Et si l'avenir des entreprises se jouait dans ce qu'elles ont de plus vivant? Moi, c'est Johan Darkest, et dans Capital Humain 3.0, je vous embarque pour une nouvelle ère où le potentiel humain devient le moteur de la transformation. Des idées concrètes, des voix inspirantes, des clés pour attirer, développer et fidéliser autrement. Parce qu'au cœur de la performance durable, il y a vous, moi, nous. Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast où le cœur et le cerveau battent à l'unisson. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore comment remettre l'humain pleinement, consciemment au cœur des organisations. Je suis Johan Darkest, responsable QVCT, consultant formateur et passionné par la transformation humaine et les dynamiques collectives. Alors aujourd'hui, pour ce nouvel épisode que j'ai intitulé Biais cognitifs en entreprise, l'ennemi invisible des décisions, on va partir à la rencontre d'un phénomène aussi fascinant qu'invisible. Vous avez bien compris, je parle des biais cognitifs. Alors vous savez, ces petits raccourcis de pensée qui nous simplifient la vie, mais aussi qui peuvent, on va dire, fausser nos décisions, nos recrutements, nos évaluations, nos innovations et nos manières d'interagir aussi avec un collectif. Alors ce que je vais faire au départ, c'est que je vais vous présenter qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif. Un biais cognitif, c'est avant tout, on va dire, pour donner une image, c'est une distorsion. Une distorsion systématique dans le traitement de l'information. Alors ce n'est pas une erreur ponctuelle, hein, c'est bien différent, mais c'est plutôt un filtre récurrent qui, on va dire, qui influence nos perceptions, nos jugements et nos décisions. Et tout ça sans que nous en ayons conscience. Alors ce terme, il est issu des travaux pionniers de Daniel Kahneman et Amos Tversky, désolé pour la prononciation. Et tout ça, ça se passe dans les années 70. Donc ces deux chercheurs en fait ont mis en évidence dans les années 70 la notion de biais cognitif. Alors Kahneman va recevoir le prix Nobel d'économie en 2002, notamment pour ses recherches sur la pensée intuitive, système 1 et la pensée rationnelle système 2. Et je vous renvoie à Thinking Fast and Slow de 2011. Alors, un exemple simple pour illustrer les biais cognitifs. On imagine que vous recevez 2 CV. Il y en a un qui vient d'une école prestigieuse et l'autre d'un parcours plutôt atypique. Alors sans vous en rendre compte, vous allez être influencé par un biais de halo, on appelle ça. Donc l'école rehausse la perception globale du candidat. Voilà un exemple de biais cognitif qui doit parler à beaucoup de recruteurs, je pense. Alors c'est bien difficile ce métier. C'est pour ça que c'est important d'avoir conscience en fait notamment de ce biais de halo quand on recrute. Alors je voudrais brosser avec vous 7 biais cognitifs que moi j'ai pu retrouver dans mes expériences professionnelles, les plus courants en entreprise. Alors le premier, le biais de confirmation. Par exemple, on cherche des infos qui confirment nos idées et on ignore celles qui les contredisent. Donc par exemple en recrutement, on voit ce qu'on a envie de voir dans une candidature. Ça, c'est un biais de confirmation. Autre biais qui existe, le biais de statu quo. Donc par exemple, on préfère maintenir les choses en l'état même si ce n'est plus optimal. Dans le cas, par exemple, d'un refus d'adopter une nouvelle méthode RH malgré les résultats médiocres de l'ancienne. Donc ça, c'est un biais de statu quo qu'on retrouve souvent en entreprise, d'où les processus d'accompagnement au changement qui mettent en évidence ces biais cognitifs. Le effet de halo. Donc par exemple, une qualité perçue. Je vais prendre un exemple, l'éloquence, qui influence notre jugement global. Par exemple, un manager charismatique, il est plutôt vu comme plus compétent, même sans preuve objective. Autre effet, l'effet Dunning-Kruger. Alors ça, c'est ce biais cognitif. C'est les moins compétents souvent surestiment leur niveau. Et paradoxalement, les experts doutent.
Donc par exemple un collaborateur junior qui impose son point de vue à un collectif avec assurance, et un expert, lui, à contrario, qui hésite. On appelle ça l'effet de Dunning-Kruger. Autre biais, c'est le biais de conformité ou d'autorité. On se conforme au groupe ou à une figure perçue comme légitime. Quelque chose qui est très classique qui va vous parler, c'est dans un comité de direction par exemple, personne n'ose remettre en question la décision du directeur général. Voilà, c'est le biais de conformité. Donc ça, c'est assez courant. Mais c'est valable dans plein de niveaux, dès que la relation du collaborateur avec le manager. On retrouve beaucoup ce biais de conformité ou d'autorité. Le biais d'ancrage, autre biais. Donc la première information reçue influence tous les jugements suivants. Donc par exemple, si le premier salaire qui est évoqué est bas, mais toutes les négociations tournent autour. Voilà, un exemple. Autre biais qu'on retrouve aussi, c'est le biais d'aversion à la perte. On craint plus de perdre que l'on ne se réjouit de gagner. Voilà. Donc par exemple, on refuse d'investir dans un projet RH innovant par peur de perdre les budgets. Donc ça, c'était quelques biais pour vous illustrer un peu que les notions qui peuvent découler des exemples concrets de biais cognitifs. Il faut savoir qu'il y a en tout et pour tout à peu près d'identifier plus de 180 biais cognitifs. Alors, il y en a qui s'apprêtent beaucoup plus dans le monde de l'entreprise que d'autres. Je vous en ai listé qu'une 7, parce que je ne peux pas vous aborder les 180 avec vous. Mais voilà, imaginez que voilà, on perçoit des situations avec l'ensemble de ces biais en continu, et ça de manière inconsciente. Alors, quelques références, études scientifiques. Bien évidemment, ce travail-là existe depuis longtemps. Alors, paradoxalement, il vient sur le devant de la scène maintenant, depuis qu'on commence à traiter la qualité de vie et conditions de travail, les risques psychosociaux, comment se comporte un être humain face à des situations de travail perturbées. On commence à se repencher sur les travaux de Kahneman, par exemple, et Tversky, alors qu'ils datent de 70, les premiers travaux. Donc ils ont fait je vous renvoie justement à un travail intéressant, c'est le jugement sous la contrainte, heuristique et base. Donc c'est la base de toute la psychologie comportementale. Donc c'est assez consistant à lire, mais il y a des extraits que j'ai pu voir qui sont passionnants et qui me servent au quotidien, et je vous invite à lire. Autre référence en préparant ce podcast que j'ai pu trouver, c'est Cialdini, qui date de 2001, qui s'appelle Influence et manipulation, et c'est tout ce qui est effet de l'autorité, de la rareté et toutes ces notions associées. Ariely aussi 2028, qui s'intitule, alors c'est en anglais mais on peut l'avoir en traduit, Predictably Irrational. Donc l'idée c'est que notre irrationalité est prévisible. Donc aussi il y a des éléments qui sont intéressants et des synthèses intéressantes sur ces travaux-là. L'étude du MIT Sloan de 2020, qui est plus récente, les biais, alors ce qu'il en ressort, c'est que les biais sont à 80% responsables des décisions managériales erronées en situation d'incertitude. C'est quand même super important. Donc c'est pour ça que moi, quand j'ai vu tous ces chiffres, et puis bien sûr je connaissais l'importance des biais cognitifs, mais c'est quelque chose qui est pas suffisamment mis à l'ordre du jour. Et dans les projets de bien-être au travail, de santé au travail, de QVC, TRPS, c'est un angle, à mon avis, auquel il faut être attentif dans l'approche globale de ces thématiques. Et puis une dernière étude, qui est l'étude McKinsey 2019, qui explique que les comités de direction diversifiés cognitivement, en termes d'âge, de parcours, de genre, de culture, voilà, et bien sûr avec ces biais différents, prennent de meilleures décisions dans 87% des cas. Donc c'est quand même important. Quelques cas concrets en entreprise pour bien illustrer tout ça. Le premier cas, c'est tout ce qui est recrutement biaisé. Donc on est dans une PME industrielle, un DRH sélectionne uniquement des profils issus de grandes écoles. Ce qui arrive parfois.
Résultat, on a un manque de diversité cognitive, un appauvrissement des idées et surtout aussi un désengagement, donc des collaborateurs. Donc la solution qui peut être mise en place, c'est une grille d'évaluation anonymisée et on peut coupler ça aussi, on le retrouve à un recrutement croisé. Voilà pour le premier cas. Un deuxième cas qui concerne la notion d'innovation, qui peut être paralysée par le biais de, qu'on a vu tout à l'heure, de statu quo. Donc une entreprise de service refuse d'abandonner un outil RH obsolète malgré l'insatisfaction générale. Le motif inconscient qu'il y a derrière le biais de statu quo, c'est on a toujours fait comme ça. Alors le levier qu'on peut utiliser, c'est par exemple des ateliers ou un atelier de visualisation des coûts cachés du statu quo. On peut avoir des éléments super intéressants. Ça permet de bien sensibiliser les acteurs. Et puis aussi, autre solution, on peut faire un test en conditions réelles d'un outil alternatif pour bien montrer en fait et désengrammer, contourner, on va dire, ces biais cognitifs. Troisième cas, des réunions qui peuvent être influencées par le biais d'autorité. Donc là, dans ce cas-là, on se situe dans une réunion d'équipe. Tout le monde se range toujours à l'avis du manager, même s'il est contestable. Ce qui entraîne que les décisions sont peu débattues. Du coup, ça découle à une faible innovation et beaucoup de frustration de la part des équipes. Donc l'action corrective qu'on peut apporter, c'est l'adoption de la méthode du premier tour silencieux. Donc en fait, cette méthode, elle est intéressante parce que l'idée, c'est que chacun s'exprime par écrit avant le débat oral. Et à ça, on rajoute un facilitateur externe. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de manière d'ouvrir la parole et d'amener à contourner ce biais d'autorité de manière sécurisée. Voilà, pour les collaborateurs et pour le comité, pour la réunion. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment limiter les biais cognitifs en entreprise? Alors, comment on peut aborder ça? Tout simplement en rendant les biais visibles. C'est-à-dire par des formations, par des fresques des biais, par des jeux de rôle, et on ne change que ce qu'on conscientise, bien évidemment. Donc c'est important, voilà, de faire un zoom, un coup de projecteur sur ces biais invisibles. L'autre chose, c'est de mettre en place on appelle ça des nudges cognitifs. C'est qu'on crée des environnements où la décision est orientée vers un comportement plus rationnel. Exemple, trier des CV à l'aveugle, varier les panels de sélection, etc. Autre approche pour comment limiter ces biais, c'est travailler l'intelligence collective, la diversité de points de vue. Donc ça, c'est super important parce que c'est un antidote naturel au biais. Voilà, de cultiver cette intelligence collective et cette diversité de points de vue. Autre point, c'est instaurer des pauses décisionnelles qui se concrétisent par exemple par décider en 2 temps, intégrer un processus de contre-argumentation. On va dire, comment illustrer ça? Un peu comme l'avocat du diable, voilà, pour équilibrer, d'avoir vraiment des vraies confrontations, des vraies argumentations et des contre-argumentations. Et puis s'appuyer sur la data avec recul. Les données, souvent, ça peut permettre de réduire ces biais. Alors à condition de ne pas les interpréter elles-mêmes de façon biaisée. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que ça peut être judicieux quand on fait des travaux d'analyse de constituer des équipes avec des visions et des biais qui sont différents. Voilà. Ça permet de donner une diversité et de traiter une problématique sous différents angles pour être plus efficace, pour apporter des solutions. En conclusion, donc moi je dirais que les biais cognitifs, ce ne sont pas des fautes morales. C'est intrinsèquement lié à notre cerveau.
Mais par contre, ça devient un vrai risque managériel quand ils sont invisibles et non conscientisés. Donc le but c'est ça, c'est de les rendre conscients, discutables, visibles, euh, qu'on peut mieux décider, c'est comme ça qu'on peut mieux décider, mieux recruter, mieux collaborer et mieux interagir aussi avec des équipes. Donc c'est important de faire un travail de sensibilisation, d'ouvrir les discussions sur ces sujets pour que chaque collaborateur puisse prendre conscience des principaux biais qu'il existe et qui le concernent pour savoir en toute connaissance de cause avec quel biais cognitif il prend ses décisions et il interagit. C'est beaucoup plus facile. Bien évidemment, c'est pas immuable. Ces biais ne sont pas figés et peuvent évoluer dans le temps. Euh, voilà, avec différents travaux qu'il peut y avoir en accompagnement, avec des TCC par exemple, ou d'autres choses, d'autres techniques qui peuvent être utilisées. Donc ça, c'est un sujet super important qui, à mon sens, a toute sa place dans l'entreprise et qui mérite d'être approfondi avec des programmes de sensibilisation, d'accompagnement, de, aussi de simulation, qui peut être très intéressant. Donc dans un monde qui réclame de plus en plus d'agilité et d'innovation, bien, moi je dirais que apprendre à penser nos biais, c'est une nouvelle compétence clé RH, à mon sens. Et donc d'inciter les collaborateurs à aller explorer ce champ-là, ça sera autant d'atouts quand on parle des soft skills notamment, ça sera autant d'atouts pour la personne elle-même, mais aussi pour son lien avec le collectif. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire dans cet épisode. Je peux aussi ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y avait des tests de biais implicites qui existent. Alors vous pouvez le retrouver, c'est des tests de biais qui ont été créés par Harvard. Ça s'appelle Project Implicit. Ça, c'est un élément clé aussi. C'est un bonus que voilà des petits tips pardon que je vous donne. Un autre livre que je vous recommande aussi, c'est Les décisions absurdes de Christian Morel. Voilà, très intéressant. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Après, vous allez voir, la littérature, elle est quand même assez riche là-dessus. C'est pas facile de trouver des approches qui sont concrètes. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce podcast pour vous illustrer comment les biais cognitifs peuvent s'inscrire dans l'entreprise et comment ils peuvent être pris en compte dans la dimension managériale. Voilà, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter ce podcast. J'espère que ce sujet vous a intéressé et bien évidemment vous allez avoir d'autres épisodes qui arrivent. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et au plaisir de partager un autre podcast avec vous. À bientôt! Merci d'avoir embarqué avec moi dans Capital Humain 3.0. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains. On se retrouve très vite pour explorer ensemble d'autres façons de remettre le potentiel humain au cœur de la transformation. À très bientôt et d'ici là, faites battre le cœur de vos organisations.